Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. C'est un objet lumineux qui serait à l'origine du crash de l'hélicoptère de la MONUSCO en RDC. C'est ce qu'indiquent les premiers éléments de l'enquête. Dans le même temps, Kinshasa pointe le doigt accusateur sur le M23, un mouvement qui serait soutenu par le Rwanda, selon les autorités congolaises. Comment empêcher les groupes djihadistes et notamment Al-Qaïda de recruter des jeunes sans emploi? La question est au cœur des préoccupations des autorités ivoiriennes au moment où des attaques terroristes transfrontalières se multiplient. Qui dit jeunesse africaine dit crise de l'emploi. À Libreville, nous ferons connaissance avec un jeune qui a décidé de créer ses propres opportunités en venant en aide aux usagers des abribus dans la capitale gabonaise. L'Afrique a ses 5 représentants pour la grande fête mondiale du football au Qatar. Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun ont obtenu leur ticket hier. Nous irons à Yaoundé où l'on a célébré la magistrale victoire in extremis des Lions indomptables. Une fois encore, bonsoir. On n'a donc pas fini de parler de ce crash d'un hélicoptère de la MONUSCO, la mission de stabilisation de l'ONU en République démocratique du Congo. Accident survenu hier dans la zone des combats entre l'armée régulière et les rebelles du M23 dans l'est du pays. C'est un objet lumineux dont la nature reste à déterminer qui aurait atteint l'hélicoptère et causé le crash. C'est du moins ce qu'affirme le représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO. Et pour plus de précisions, Eddy Isango a joint le directeur de la communication de la MONUSCO, Christophe Boulierac, que je vous propose de suivre. Ce que nous savons, ce sont des nouvelles tragiques. Nous savons qu'il y avait 8 collègues à nous dans cet hélicoptère, un hélicoptère Puma, 6 militaires de nationalité pakistanaise, qui étaient en gros les membres d'équipage, et 2 militaires, l'un russe, l'un serbe, qui étaient des observateurs militaires. Cet hélicoptère s'est écrasé dans la zone de Tchanzu vers midi heure locale hier. Et nous avons maintenant la confirmation, un jour après, que tous nos collègues sont décédés dans ce crash. On parle d'un objet lumineux qui aurait atteint l'hélicoptère et qui aurait causé les crashs. Est-ce que vous confirmez cela? Non, je crois qu'à ce stade, il faut être très, très vigilant, tout simplement parce qu'on ne peut s'appuyer que sur des éléments qui ont été rapportés par des sources. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a aucun niveau satisfaisant de certitude. Il y a une enquête qui a été lancée. Cette enquête, elle va prendre le temps qu'elle prendra, mais son but, c'est évidemment d'objectiver, comme toutes les enquêtes, et c'est de comprendre ce qui s'est passé sur la base, évidemment, de l'étude des restes, de l'appareil, sur la base des témoignages, sur toute une série d'éléments. Et il faut vraiment attendre que cette enquête fasse son travail et produise un rapport. Tout autre élément ne serait que des témoignages qui peuvent être très subjectifs, qui peuvent se contredire. Et à ce moment-là où nous parlons, je pense que c'est un peu prématuré de leur donner une signification, une explication, une valeur d'explication de cette tragédie. Notons que dans ce dossier, les autorités militaires du Nord Kivu accusent le M23 d'avoir abattu cet hélicoptère, dont la disparition a également été évoquée sans autre détail lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, faisant le point sur la situation en RDC, où les violences des groupes armés ont été unanimement condamnées. Des violences menées par le M23 que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda. Mais que pense-t-on de ces accusations au Rwanda, justement? Voyons cela avec notre confrère Jean Damascène Maniéchimé.
Le Rwanda a rejeté mardi les accusations de la République démocratique du Congo selon lesquelles le Rwanda soutiendrait les rebelles du M23 qui ont récemment repris les armes contre les FARDC à l'est de la République démocratique du Congo. La réaction qui s'est fait sentir au Rwanda est celle du gouverneur de la province de l'Ouest, frontalier des provinces du Sud et du Nord Kivu. Dans un communiqué, le gouverneur François Habitegeko a qualifié ces allégations de sans fondement, précisant que les deux hommes présentés comme militaires rwandais capturés au combat avaient été initialement cités au cours d'une réunion qui avait rassemblé à Kigali les services de renseignement rwandais et congolais. C'était le 25 février 2022. Le gouverneur François Habitegeko a invité les autorités congolaises à démentir ces allégations qui, selon lui, ne visaient qu'à ternir l'image des forces rwandaises de défense et à nuire aux bonnes relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Jean Damascène Manichimé à Kigali pour VOA Afrique. Également dans l'actualité ce soir, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu aujourd'hui en Algérie, pays allié de la Russie et producteur majeur de gaz sollicité pour augmenter ses exportations afin d'atténuer l'impact de la guerre en Ukraine. L'Algérie, dernière étape d'une tournée régionale du patron de la diplomatie américaine au lendemain d'une visite effectuée au Maroc. À Alger, Antony Blinken s'est entretenu avec son homologue Ramdan Lamamra avant d'être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Les entretiens ont notamment porté sur la sécurité, la stabilité régionale, la coopération, de même que la situation des droits humains. Ce voyage survient alors que les relations entre l'Algérie et le Maroc traversent une grave crise à cause du Sahara occidental qui oppose depuis plusieurs décennies Rabat aux indépendantistes sahraouis soutenus par Alger. Le général Abdel Fattah al-Burhan, au pouvoir au Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre, a commencé ce mercredi sa première visite officielle au Caire où il s'est entretenu, selon la télévision d'État, avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le Caire et Khartoum sont tous deux touchés de plein fouet par l'inflation depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février et s'inquiètent pour leurs importations de céréales. L'Égypte est le premier importateur de blé russe et ukrainien. Le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde, a perdu son aide internationale et se trouve désormais pris à la gorge par la hausse des prix des céréales, de l'électricité et du pétrole. En mars dernier, le général Burhan avait effectué des visites en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. Des groupes armés liés à Al-Qaïda ont multiplié les attaques depuis le Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire voisine. Les autorités ivoiriennes affirment que les 13 attaques transfrontalières de l'année dernière ont entraîné des efforts supplémentaires visant à empêcher les militants de recruter des jeunes sans emploi. De la ville de Kong, Henry Wilkins nous a envoyé ce reportage relaté par Arzouma Compaoré. La basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, a été construite en partie pour commémorer l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Pour de nombreux Ivoiriens, son règne de 33 ans a représenté une période de stabilité. Aujourd'hui, des groupes armés du Nord liés à Al-Qaïda et à l'État islamique mènent des attaques. Selon le père Franck Alatin, recteur de la basilique, la paix est un élément essentiel de la culture ivoirienne. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Notre président Félix Houphouët-Boigny pensait autrement. Pour lui, si on veut la paix, il faut préparer la paix et pour cela, il faut travailler sur l'esprit et le cœur des gens. En janvier, le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il dépenserait 55 millions de dollars dans un programme de création d'emplois pour gagner le cœur des jeunes hommes sans emploi du Nord qui, selon lui, sont les plus vulnérables au recrutement par les groupes terroristes. Le gouvernement a analysé la situation et a compris qu'il fallait aussi apporter une réponse économique, une réponse sociale à ce phénomène. On ne peut pas venir avec juste des chars, juste avec une force militaire pour contrer le terrorisme.
Dans la ville de Kang, dans le nord du pays, près de l'endroit où des attaques ont eu lieu depuis 2020, les jeunes hommes luttent pour trouver du travail. Bassina Konaté est un tailleur de 25 ans qui ouvre sa boutique tous les jours, même si les clients ne viennent plus que très rarement. Pour moi, il n'y a pas assez de travail ici. Je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école, mais dès qu'ils ont leur baccalauréat, ils vont chercher du travail ailleurs parce qu'il n'y a pas de travail ici. Samou Bachiaté dit qu'il est au chômage. Je ne suis pas allé à l'école. Je suis juste allé à l'école coranique et puis j'ai appris à conduire avec les camionneurs. Il n'y a pas vraiment de travail. Nous attendons juste que les camions de ciment ou de noix de cajou arrivent pour pouvoir aller aider à décharger et gagner un peu d'argent. Pendant ce temps, selon les analystes, les groupes terroristes offrent des récompenses aux jeunes recrues. Au niveau du Nord, le recrutement des jeunes se fait tout simplement par l'argent. C'est leur offrir de l'argent, des motos et même souvent aussi des parcelles de terre cultivables. Et évidemment, devant des populations paupérisées, ce sont des choses extrêmement importantes. Quant à Konaté, il dit être en colère contre le gouvernement. Oui, bien sûr que je le suis. Parce que si le gouvernement avait créé des entreprises et des usines dans la localité, les jeunes auraient eu de quoi travailler et gagner de l'argent. Malgré de multiples demandes, le gouvernement n'a pas pu présenter à la VOA les bénéficiaires de son projet de création d'emplois, bien qu'ils disent que le projet a commencé. On parle encore des jeunes, mais cette fois au Gabon, l'auto-emploi comme une solution pour sortir du chômage et qui touche donc plus de la moitié de la jeunesse gabonaise. C'est ce que propose un célèbre animateur du pays, Charlie Tchatch, de son vrai nom, Hans Charlie Mouniengou, est très connu sur la scène des grands événements du continent. Ce jeune Gabonais, la trentaine révolue, a une histoire atypique, tout comme la plupart des projets qu'il entreprend. Charlie Tchatch vient d'initier la location de chaises et de parapluies pour usagers des abribus à Libreville. Voyons cela dans ce reportage de notre correspondant sur place, Ismaël Obianzé. Sous une chaleur digne d'une fournaise, Charlie Tchatch doit malgré tout démarrer une journée de travail marathon. Je me souviens qu'un jour je passais pour aller à une émission et là je reçois ce message, Charlie va acheter les parapluies et fait louer les parapluies à 100 francs. Un message divin, dit le jeune chrétien à l'éternel chapeau noir. Charlie a donc décidé de troquer ses habits de maître de cérémonie hors pair, d'animateur radio et télé pour un projet de location de chaises et parapluies devant les abribus à Libreville. Par moment, on a une variation au niveau des intempéries. Parfois, il y a trop de soleil, comme tout à l'heure, et là, le temps commence à menacer. Nous sommes au mois de mars, donc les pluies sont assez fortes. Et donc, l'idée, c'est de donner la possibilité aux gens d'attendre leur bus sereinement en ayant un parapluie et une chaise. Je dis toujours, n'attendons pas l'État, car l'État ne connaît pas notre État. Je dis toujours également, le diplôme sur le lit ne se transformera jamais en argent. Sors et fais quelque chose. Donc derrière, c'est inspirer la jeunesse africaine à l'auto-emploi. Parce que la solution pour lutter contre le chômage, pour éviter le chômage, pour sortir du chômage... Parfois énigmatique, Hans Charlie Mouniengou, de son vrai nom, se présente comme le président de la jeunesse africaine virtuelle. À force de travail, Charlie trace son chemin et impose ses concepts. Placardés sur les murs, ces slogans sont des leçons de vie. C'est-à-dire que derrière, quand un jeune vient, quand il prend la chaise, quand il prend le parapluie, quand il s'assoit, il regarde ses affiches, il doit repartir avec cette phrase, soit le fou de ta destinée. Il y a le chômage, mais soit le fou de ta destinée. Il y a la crise, soit le fou de ta destinée. Et comme je dis toujours, changeons la disposition des lettres du mot crise, on va écrire le mot cerise. Alors derrière la crise, on doit retirer la cerise. Mais comment retirer la cerise? C'est avec la scie. Et la scie, c'est quoi? C'est ton potentiel, c'est ton talent, c'est ton audace. C'est comme ça que ça marche. Parti de rien et seulement avec 4 chaises, dont l'unité vaut à peine $6. Un mois plus tard, Charlie dispose désormais d'une quinzaine de chaises. Les usagers des abribus de la capitale gabonaise lui témoignent une grande admiration. Déjà, c'est très louable parce qu'on a un jeune compatriote gabonais qui décide d'innover avec une idée brillante parce qu'il aide nos mamans qui ne peuvent pas patienter debout. Et même moi, je suis étudiante, donc si je patiente pendant 1 heure, je peux m'asseoir et lire un cours. Donc c'est vraiment très louable, c'est intelligent et j'encourage vraiment cette œuvre.
Diplômé en sociologie, Charlie Tchatch était déjà entrepreneur à l'université de Libreville. Il achetait de la friperie qu'il revendait. Avec cette nouvelle aventure, il ambitionne d'initier les jeunes de son pays à l'auto-emploi. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville. En Ukraine, de nouveaux bombardements russes ont été signalés à Mariupol et à Tchernigiv. Pendant ce temps, les pourparlers entre les deux pays en Turquie n'ont débouché sur aucune avancée selon le Kremlin. Le point de la situation avec Mohamedou Oumfa. 5 semaines après le début de l'invasion, la Russie continue de déployer sa puissance de feu en Ukraine. La ville de Tchernigiv, au nord, a été bombardée toute la nuit selon le gouverneur de la région, malgré l'annonce faite la veille par Moscou d'une réduction de son activité militaire autour de Kiev et de cette ville. L'ennemi a démontré leur baisse d'activité dans la région de Tchernihiv en frappant la ville de Nizhny, notamment par des frappes aériennes. Ils ont fait feu sur la ville de Tchernihiv toute la nuit. Les infrastructures civiles, les bibliothèques et les centres commerciaux ont été à nouveau détruits. À Mariupol, ville portuaire du sud-est, un bâtiment du Comité international de la Croix-Rouge a été la cible de bombardements russes, a affirmé mercredi une responsable ukrainienne, sans pouvoir donner de bilan des éventuelles victimes. La mairie a de son côté dénoncé l'évacuation forcée vers la Russie d'une maternité. Autant de crimes de guerre dénoncés ce mercredi par la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Les civils endurent des souffrances incommensurables et la crise humanitaire est critique. Dans de nombreuses régions du pays, les gens ont un besoin urgent de fournitures médicales, de nourriture, d'eau, d'abris et d'articles ménagers de base. Par-dessus tout, ils ont besoin que les bombes cessent et que les armes se taisent. Sur le front diplomatique, les pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens à Istanbul mardi n'ont donné lieu à rien de prometteur, ni à aucune percée, a déclaré ce mercredi le Kremlin, douchant les espoirs de véritables progrès vers la paix. Pendant ce temps, l'Occident accentue la pression. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à intensifier les sanctions contre Moscou jusqu'au retrait de tous les soldats russes. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères s'est réjoui lors d'une visite ce mercredi en Chine de la perspective d'un ordre mondial plus juste selon lui grâce au partenariat de son pays avec la Chine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons bien évidemment de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. C'est mercredi et retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo pour sa chronique sportive. Yacouba, l'Afrique a ses 5 représentants pour le prochain mondial prévu en fin d'année au Qatar. Bonsoir John et bonsoir à tous. Le Sénégal, tombeur de l'Égypte comme en finale de la CAN, le Cameroun renversant contre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Ghana ont décroché leur billet pour le mondial 2022 au Qatar. À l'issue des matchs des barrages retour dans la zone Afrique, de forts moments de liesse pour certains et de déception pour d'autres. Regardez plutôt.
C'est une joie indescriptible pour les Sénégalais au bout du suspense. Remake de la dernière finale de la CAN, l'affiche Sénégal-Égypte a poussé le mimétisme jusqu'à une nouvelle séance de tir au but. Et comme en février, l'exercice a tourné à l'avantage de Sadio Mané et des siens. 3 tirs réussis contre 1. 1-0 pour le Sénégal à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. L'Égypte avait réussi le même score à l'aller au Caire. C'est des garçons qui sont expérimentés. On a un ballon d'or avec nous. On a des garçons qui ont joué, qui ont gagné la Champions League. Donc je ne m'inquiétais pas sur la gestion des émotions. Je savais qu'on serait à la hauteur de cette rencontre-là. Et ça, c'est important. C'est la chance d'avoir vraiment des joueurs qui ont du vécu et qui ont de l'expérience. Le champion d'Afrique en titre disputera son 3e mondial, le 2e de suite, pour le plus grand bonheur des 50 000 spectateurs présents au stade flambant neuf Abdoulaye Wade de Diamniadio, près de Dakar. J'étais sûr et certain qu'on allait être qualifié pour la mondiale. Le Sénégal mérite d'être qualifié pour la mondiale. Et Inch'Allah, Rabbi, on va prendre la Coupe du Monde, Inch'Allah. Terrible désillusion à l'inverse pour les supporters algériens à Blida. Victorieux 1-0 à l'aller au Cameroun, les Fennecs ont été battus au bout de la prolongation par un but de Karl Toko Ekambi qui a porté le score à 2-1 et qualifié les siens pour une 8e participation au mondial. Le Maroc sera également du voyage après son large succès 4-1 à Casablanca face à la République démocratique du Congo, 1-1 à l'aller. Dans les rues de Rabat, les fans des Lions de l'Atlas étaient intenables. Nous sommes sortis pour célébrer notre victoire. Vraiment, nous sommes très fiers des Lions de l'Atlas. Nous leur souhaitons tout le succès au Qatar. Nous sommes derrière eux. Nous souhaitons qu'ils fassent un bon mondial. La Tunisie verra aussi le Qatar à la faveur de son succès 1-0 à l'aller au Mali. Dans ce duel à retour des Aigles, ceux de Carthage se sont contentés du nul 0-0, suffisant pour se qualifier et mettre Tunis en liesse. Un but à l'extérieur a aussi permis au Ghana de décrocher son billet pour le Qatar. Après le 0-0 à Accra, le nul 1-1 avec le Nigeria à Abuja donne aux Black Stars leur 4e participation à la Coupe du Monde. Cela a provoqué des scènes de violence au stade national Moshood Abiola. Déçus, des supporters nigérians ont pris d'assaut le terrain. Des projectiles ont été lancés et les joueurs ghanéens ont dû se frayer un chemin jusqu'au tunnel. Nous savons que ce sont nos rivaux géographiques, nos rivaux dans le match. Donc nous savions que les tensions allaient être fortes. Mais je ne pense pas qu'un seul d'entre nous s'attendait à ce que cela se transforme en violence sur le terrain, en destruction. C'est une honte, c'est vraiment une honte. Les Black Stars retrouvent la Coupe du Monde après 8 ans. Et comme pour le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie et le Maroc, la mission de ces représentants de l'Afrique au Qatar serait de faire mieux que les quarts de finale, un cap jamais franchi par une nation africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde. Parmi les 5 rencontres retour, Algérie-Cameroun à Blida, en terre algérienne, a particulièrement été un match sous haute tension, renversant et plein de suspense. Comment les Camerounais ont vécu cela dans la capitale Yaoundé? Notre correspondant sur place, Emmanuel Julentap, nous en dit plus. Déjà tous désespérés, mais alors à la dernière minute, parce qu'il manquait 2 minutes déjà, ils nous ont prouvé qu'ils sont franchement des lions. Et en plus de cela, on dit ceci, même si le lion a maigri, l'écureuil ne pourrait jamais porter ce lion. Alors, donc demeurent les lions et je suis fier d'être Camerounais. C'était très dur, hein. Vous voyez, à un moment donné, même fallait en venir aux mains et tout, et les buts marqués par des mains, les autres, tout ça. Mais le Seigneur a dit que non, c'est pour le Cameroun. Assez rigoureux et vigilant dans cette défense qui de temps à autre a fléchi sous la pression. On a toujours cru que les natifs ne pouvaient rien. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de nous-mêmes. Je dis que Samuel Eko ira toujours de là-bas et avec le Cameroun. Je suis fier de mes lions. Je demande une seule chose à Ethofis, c'est qu'ils mettent le staff en place, qu'ils donnent l'espoir aux lions.
Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive consacrée essentiellement aux pays africains qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Yacouba, et on retiendra pour le Cameroun qu'impossible n'est pas camerounais. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas que nous franchissons pour dire un mot sur deux films, Coda et Audible, qui ont sensibilisé le monde des entendants à la culture sourde. Pénélope Poulou de la VOA s'est entretenue avec le cinéaste du film Audible, Mathieu Hogens, le producteur exécutif d'Audible, Neil DiMarco, ainsi que des membres du corps professionnel et des étudiants de l'Université Gallaudet, une école pour personnes sourdes ou malentendants. Suivant. You're the girl with the deaf family? Yeah. Le film Coda de Sian Heder raconte l'histoire de Ruby, l'enfant entendant d'une famille de pêcheurs sourds à Gloucester, dans le Massachusetts. En interprétant la langue des signes, Ruby aide ses parents à communiquer avec le monde des entendants. Mais Ruby rêve d'aller à l'université pour étudier la musique, ce qui signifierait laisser sa famille derrière elle. Audible, un court documentaire du cinéaste Matthew Hogens et du producteur exécutif Neil DiMarco, raconte la vie des lycéens de l'école des sourds du Maryland qui sont aux prises avec les réalités de s'aventurer dans un monde entendant. J'aime penser que c'est une histoire authentique de passage à l'âge adulte et qu'elle a du fond. Il y a des vraies luttes, des tensions et des conflits, mais on parle d'intimidation, on parle de maladie mentale. Nous parlons de suicide, vous savez, nous parlons de relations. DiMarco d'Audible dit que le film offre un aperçu de la communauté sourde sans l'intervention d'interprètes. L'une des choses sur lesquelles j'étais très clair était que nous ne devrions pas avoir de voix off. Et l'équipe était très d'accord avec ce que le film offre en fait, un moyen pour les entendants d'être immergés dans la culture sourde, perdant ce sens de leurs repères essentiellement comme ils l'ont dans la vie de tous les jours. DiMarco, mannequin, acteur et lauréat du concours Danser avec les stars, dit qu'Audible montre qu'il n'y a rien que les personnes sourdes et malentendants soient incapables de faire. À l'université de Gallaudet, des étudiants et des professeurs sourds et malentendants discutent de l'importance des films. Ma première pensée a été enfin une représentation sourde à l'écran. Mais avoir un film en plein écran représentant nos vies était plus qu'inspirant. Vous savez, et en avoir deux en si peu de temps, je veux dire, c'est juste du jamais vu. Vous savez, c'est fou. Ils s'accordent tous à dire que les prix que ces films ont remportés montrent à quel point le monde des entendants est de plus en plus conscient et accepte la communauté sourde. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons deux éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport.